On va s'intéresser aujourd'hui à l'un des conflits les plus paradoxaux de l'histoire moderne, la guerre du Kippour. Une guerre qui a failli détruire Israël, mais qui, contre toute attente, a en fait ouvert la porte à la paix. C'est la question qui est au cœur de tout. Comment est-ce qu'un choc aussi violent, un vrai traumatisme national, a pu finalement créer les conditions d'un rapprochement historique? Pour comprendre ça, il faut revenir au tout début, au choc initial. Tout commence par un choc, mais un choc d'une profondeur qui a vraiment menacé l'existence même de la nation israélienne. On est donc le 6 octobre 1973. En Israël, c'est Yom Kippour. C'est le jour le plus sacré du calendrier juif. Un jour de jeûne, de prière, de recueillement total. Le pays est complètement figé. Il faut imaginer le silence. Pas de voiture, pas de radio, rien. La plupart des soldats y sont en permission, à la maison avec leur famille. Le pays est dans un état de vulnérabilité totale. C'est un calme presque irréel. Et puis, à 2 heures de l'après-midi, ce silence est brisé net. L'impensable arrive. Israël est attaqué en même temps sur 2 fronts. Au sud, par l'Égypte, au nord, par la Syrie. C'est un choc absolu. Mais alors comment une surprise pareille a-t-elle été possible? Pour le comprendre, il faut se plonger dans l'état d'esprit de l'époque, cette espèce d'illusion d'invincibilité qui régnait. Pour bien saisir cet échec monumental du renseignement, il faut voir qu'en fait, deux réalités s'affrontaient. D'un côté, on a le monde arabe qui est encore hanté par l'humiliation terrible de 1967 et qui a une envie folle de restaurer son honneur. Et de l'autre, Israël, qui, fort de sa victoire écrasante 6 ans plus tôt, baigne dans un sentiment de supériorité militaire avec une confiance quasi aveugle en ses services secrets. Cette confiance, elle reposait sur une doctrine bien précise, que les services de renseignement appelaient le concept. L'idée, elle était simple. L'Égypte et la Syrie n'oseront jamais attaquer sans d'abord maîtriser le ciel. Et ça, c'était jugé impossible. Cette certitude était tellement ancrée que tous les signaux d'alerte ont été ignorés, y compris, et c'est fou, un avertissement secret du roi Hussein de Jordanie en personne. Le piège était en place. Et ce piège, il va se refermer avec une violence et une ampleur qui dépassent tout ce que quiconque avait pu imaginer. Au nord, sur le plateau du Golan, c'est un véritable raz-de-marée de blindés. Plus de 1000 chars syriens qui déferlent sur des défenses israéliennes complètement dépassées par le nombre. Et au sud, le spectacle est tout aussi impressionnant. Ce sont des milliers de soldats égyptiens qui traversent le canal de Suez sous un déluge d'artillerie. C'est une opération d'une envergure colossale. Le premier jour, c'est un désastre total pour Israël. La fameuse ligne Bar-Lev le long du canal de Suez, qu'on pensait imprenable, elle est anéantie en quelques heures. Dans les airs, les nouveaux missiles solaires fournis par les soviétiques font des ravages dans l'aviation israélienne, qui était pourtant son atout maître. Pour la première fois de son histoire récente, l'existence même du pays semble menacée. Mais voilà, alors que la situation semble vraiment désespérée, des actes de bravoure incroyables et une manœuvre militaire hyper audacieuse vont petit à petit commencer à inverser le cours de la guerre. Sur le front sud, le général Ariel Sharon lance une opération qui est, objectivement, incroyablement risquée. Son plan? Traverser le canal de Suez, mais dans l'autre sens, pour prendre les Égyptiens à revers et couper leur ligne de ravitaillement. Et contre toute attente, ça marche. Cette manœuvre va réussir et mener à l'encerclement de toute la 3e armée égyptienne. Ça change complètement la dynamique du conflit. D'un point de vue militaire, Israël a donc réussi à repousser l'attaque, à prendre le dessus. Mais cette victoire, elle a un coût humain et psychologique absolument terrible. Le bilan est effroyable. En moins de 3 semaines, le conflit a fait plus de 20 000 morts et 40 000 blessés, tout camp confondu. C'est un traumatisme immense pour des sociétés qui ont envoyé leurs enfants au combat. Et en Israël, le soulagement de la victoire est très vite remplacé par une question qui va devenir obsédante. Mais comment on a pu être surpris à ce point? Le choc de cet échec initial va provoquer une crise de confiance nationale très, très profonde. Et c'est justement de ce traumatisme, de cette remise en question, que va naître une toute nouvelle réalité politique. En fait, la guerre a brisé des mythes et, paradoxalement, a créé une opportunité. La fin des combats va enclencher directement un processus diplomatique. Le cessez-le-feu de 1973, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'un chemin. Un chemin qui mène, 5 ans plus tard, aux historiques accords de Camp David, puis au tout premier traité de paix entre Israël et une nation arabe. Le changement, il est fondamental. Pour Israël, cette guerre a prouvé une chose. La supériorité militaire seule ne suffit pas à garantir la sécurité. Et pour l'Égypte, les succès du début de la guerre ont restauré une fierté nationale qui avait été perdue. Ça a permis à son leader, Anwar el-Sadat, de négocier non plus en position de faiblesse, mais en héros.
Et pour la première fois, la diplomatie devenait une option réelle, crédible. Au final, la guerre du Kippour, ça reste ce grand paradoxe. Une guerre sanglante, traumatisante, mais qui a été l'électrochoc nécessaire pour prouver à tout le monde que la voie militaire était une impasse. Elle a forcé chacun à envisager ce qui semblait, juste avant, totalement impossible, la paix.